Bonjour. Alors, je vous remercie tous d'abord d'être présents, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Donc, juste pour ceux que je ne connais pas, je vais me présenter brièvement. Donc, qui je suis, ben, je ne sais pas trop qui je suis, même si j'ai 72 ans. Mais ce que je sais, c'est que dans mon parcours, j'ai fait un doctorat de philosophie indienne qui m'intéressait. Après, j'ai eu une vie active, je vais faire très bref, où j'avais un institut d'études qualitatives, j'étais formateur psychosociologue, etc. Je me suis toujours intéressé à ce qui était un peu oriental, puisque j'avais fait un doctorat là-dessus, et que depuis 40 ans, je pratique de la méditation zen, zazen, effectivement, qui est une forme de méditation japonaise. Et les haïkus, ben, j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années, et je vous expliquerai pourquoi j'en fais à mon humble manière. Voilà, depuis je suis retraité, puisqu'on ne travaille plus à cette heure-là, ça me permet en même temps de faire, ben, de continuer ce que j'aime, puisque j'écris depuis toujours, depuis l'âge de 8 ans, et également de donner des cours de méditation laïque et non plus religieux, à la fois de gestion du stress et de gestion de la douleur, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, dans des centres antidouleurs. Voilà, ça c'est pour faire très brièvement l'étiquette sociale. Et ce que je suis, c'est en dehors de tout ça. Voilà, ou peut-être que c'est pour ça ou autre chose. Bon, alors j'ai écrit pas mal une quinzaine de livres dans ma petite carrière, soit de philo, soit de méditation, soit de voyage de temps en temps, et j'ai toujours écrit, quand je voyage, des nouvelles de voyage, en fait, qui m'accompagnent. Et depuis longtemps, pendant que je faisais des petites notes de voyage, j'écrivais des petits poèmes dans l'esprit du haïku. Donc je n'écris pas des haïkus, je ne suis pas un spécialiste de haïku, mais je m'inspire des haïkus japonais pour illustrer mes réflexions du moment. La plupart du temps associées à des images, et d'ailleurs souvent je griffonne des petites images ou des petites aquarelles ou des choses comme ça. Alors ça fait que dans mes voyages, par exemple j'ai fait un petit livre qui s'appelle Les haïkus d'Inde et du Bhoutan. Quand je médite, j'ai fait un autre livre qui est présent là, qui est Haïku et méditation, qui essaye de saisir grâce à un haïku qu'est-ce qui se passe dans la méditation, à certains moments. J'ai pu écrire aussi un autre livre, Chemin de résilience dans l'épreuve, au deuil de ma femme, qui m'a permis d'accompagner tout un moment difficile, et en même temps, donc ça c'est les haïkus noirs, et qui sont contrebalancés par des haïkus blancs qui montrent comment, pendant ce moment, on peut aussi essayer de s'appuyer sur de la méditation, sur des cheminements et tout, pour son chemin. Donc là, c'est toute une expérience qui se fait sur 2-3 ans. Et d'ailleurs, ça m'a amusé, si on peut le dire, parce que je me suis aperçu après que Michel Onfray, qui est un philosophe que j'aime bien, a fait exactement pareil à la mort de sa femme. Il a écrit des haïkus pour accompagner ce moment-là, et lui ça s'appelait, c'est des très beaux haïkus qu'il a écrit, effectivement, je ne sais plus le titre, il m'est sorti de l'esprit. Voilà. Alors ces petits poèmes que je m'habitue à faire, s'ils sont dans l'esprit du haïku, pour moi ça consiste à essayer un haïku d'arrêter le temps pendant un bref moment, d'essayer de saisir une expérience pour mieux comprendre comment elle résonne en soi. C'est vraiment un travail de résonance sur qu'est-ce qui se passe en moi à partir de l'événement qui se produit, en tout cas pour moi. Dans ce sens-là, c'est un travail de retour méditatif ou introspectif sur soi pour mieux comprendre ou dégager le sens de ce qui advient, de ce qui se donne à voir et à vivre. Peut-être que c'est une manière d'essayer de sortir des carcans de son ego et de ses a priori pour mieux s'ouvrir à l'expérience du moment présent. C'est pour ça que pour moi, c'est lié à une forme de sagesse du zen ou de sagesse orientale, juste essayer de se recentrer sur le moment présent. Alors j'aime bien les haïkus pour la concision qu'ils exigent, pour le travail de ciselage des mots. Vous êtes obligé d'épurer le langage, vos propres expériences, mais je ne me prétends pas du tout un spécialiste de haïku. Je ne suis pas des gens un peu prétentieux en France qui font des haïkus français, ils se nomment des haijin, parce que c'est le mot japonais. Les Japonais, ça continue à être enseigné au Japon, le haïku, dans les écoles, et on est officiellement, quand on respecte toutes les règles, un haijin. C'est un titre de dignité qui dit que vous êtes un écrivain de haïku, qui est très respectueux, vous êtes respectueux de toutes les règles.
Moi, je ne suis pas respectueux des règles. Ceux qui me connaissent en méditation savent que je ne respecte pas les rituels. C'est pareil en haïku, donc je fais des haïkus beaucoup plus libres et je ne me prétends pas auteur de haïku ou haïjin. Voilà. Mais c'est une inspiration pour moi, c'est une inspiration qui permet d'essayer de méditer, de revenir sur ce qu'on est en train de vivre pour comprendre qu'est-ce qui se passe à un moment donné. C'est comme un petit outil de purification, d'exploration du sens de ce qu'on vit pour moi. Voilà. Alors, avant de vous en dire plus sur les livres, j'ai prévu comme plan de soirée de vous faire un peu l'histoire des haïkus, parce que c'est peu connu comme histoire, et je trouve que c'est très intéressant. Il y a tout un grand débat des gens qui disent « mais vous n'avez pas le droit de dire que vous faites des haïkus parce que c'est en français, ça ne respecte pas le mot japonais, la métrique japonaise et tout ». Donc justement, je trouve que c'est mieux d'essayer de comprendre d'où ça vient, comment ça s'est fait, et puis comment on peut avoir des haïkus libres aussi depuis quand même un siècle maintenant, en Occident et en France. Donc je vais vous faire une petite première définition du haïku. Donc juste encore une dernière chose en préalable, sur les voyages et pourquoi je me sers des haïkus en voyage, ben, c'est vraiment une forme littéraire au Japon. Basho, qui est l'un des plus grands auteurs de haïku, fait ses carnets de voyage où il décrit son voyage et en même temps il l'illustre avec des haïkus par moment. Donc je vous lis juste ma quatrième de couverture pour dire effectivement... Non, pardon, c'est pas ça que je vais vous lire. C'est un amateur chinois contemporain de haïku qui vous dit un haïku, c'est une sorte de concentré de sensations, d'émotions, de simplicité, d'évidence, d'humour parfois, qui laisse dans un premier temps souvent perplexe. Il nécessite le détachement de l'auteur qui va droit au but, s'exprime sans détour pour saisir la fugacité à la fois belle et éphémère, émouvante, d'un moment présent qui s'efface déjà. Il doit évoquer plus que décrire, sans rentrer dans les détails. Pour l'apprécier, il vaut mieux l'écouter, lu à haute voix et en une seule respiration. C'est en quelque sorte un poème origami que l'on regarde, que l'on écoute, que l'on déplie lentement pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, humble mais profond. Donc ça s'est énormément développé, je trouve que c'est une belle définition du haïku. Le haïku, c'est vraiment saisir la beauté du moment dans ce qu'il a d'éphémère. Ça, c'est vraiment typique de l'âme japonaise, hein, j'en reviens. C'est comme dans les bouquets de fleurs, c'est comme la cérémonie du thé. C'est juste saisir quelque chose de beau, mais c'est beau parce que c'est aussi éphémère et que ça va disparaître. Donc en même temps, il y a toujours une nostalgie ou un genre de réflexion métaphysique sur ce qui apparaît, qui est beau, qui disparaît aussitôt. Et ça, quand on arrive à faire dans l'esprit du haïku, ben, souvent, on peut essayer de retrouver ce sens. Voilà, les 3 règles de base du haïku. Alors je vais vous donner une petite consigne. Pour ne pas faire quelque chose de trop scolaire, je vous ai mis des petites feuilles sur la table. Vous avez des crayons, c'est pas pour que vous preniez en note ce que je dis, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est de vous inciter à avoir une écoute créative et flottante. C'est-à-dire que je vous invite, au cours de mon petit exposé, si vous avez des idées qui vous viennent, des impressions, le haïku, on se met en quête des impressions, des sensations du moment. Donc si vous avez à un moment donné, tiens, elle boit un verre de kir qui me fait envie, je peux le noter. Et puis vous verrez après, donc notez des petites impressions, ça vous permettra, vous faites votre petite cueillette de champignons, comme ça, de sensations fugaces que vous avez pendant que je parle. Et peut-être qu'après, vous y trouverez de quoi faire un haïku. J'en sais rien, mais c'est l'idée d'avoir une écoute créative, hein, et de ne pas écouter de manière un peu scolaire. Merci. Je l'enregistre parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé, je le mettrai sur YouTube, donc si vous voulez retrouver le contenu, vous pourrez l'avoir bien entendu si vous le souhaitez. Voilà, donc la structure de base, et puis après je vais faire l'historique, pour que tout le monde sache un peu ce que c'est. C'est extrêmement simple, c'est un petit poème en 3 lignes. Et les lignes, il y a, chaque ligne doit faire, la première ligne, elle ne doit pas faire plus que 5 sons. Alors, on dit de manière fausse que c'est 5 syllabes. En fait, ce n'est pas des syllabes, parce que les japonaises qui disent ce sont des morts. M-O-R-E-S, c'est une unité phonologique. L'unité phonologique, c'est ce qu'on entend. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple pour vous montrer que ce n'est pas des syllabes. Tokyo, par exemple, le mot Tokyo, nous on va se dire, c'est 2 ou c'est 3. La manque de peau, c'est 4 en japonais. Parce que c'est To, Ki, O, O. Il y a 4 sons. Donc un mot qui semble faire 2, comme Tokyo, ça peut en faire 4.
mais de la même manière, un mot qui chez nous, si on fait de la poésie, on va être obligé de compter 3, elle entend 4, et ben on peut très bien se dire qu'avec des morts, ça fait 3, elle entend. Parce que j'ai pas envie que le E soit entendu, parce qu'il n'est pas beau dans le poème, justement. Donc je peux me permettre de faire un mot plus contracté. Donc ce qui compte, c'est vraiment le son comme unité de sens qui va être prononcé. Ça, c'est intéressant pour savoir comment on peut jouer. Vous pouvez avoir des haïkus en français, où vous vous dites, bah, il n'a pas respecté la règle. Et en fait, c'est une indication que vous pouvez essayer de le lire en 3, en 5 ou en 7. Hein, effectivement. Donc la première ligne, elle fait 5 sons. La deuxième ligne, elle n'en fait que 7. La troisième ligne, elle fait à nouveau 5 sons. Donc c'est extrêmement court. Vous voyez, c'est pour ça que c'est vraiment l'essai de faire quelque chose d'extrêmement fugace, éphémère, et en même temps qui fait passer une petite illumination. Avec le zen, c'est vraiment retrouver une lumière, un petit flash d'illumination qui peut se produire quand on fait du zazen, ou quand on peint, ou quand on marche dans la rue, ou etc. Tout ça, c'est des petits moments magiques qu'on essaye de préserver et de traduire. Alors après, si on va aller un peu plus loin, très souvent, la première ligne, c'est un élément naturel, les pétales de la fleur, par exemple. La deuxième ligne, on va chercher à mettre en rapport le premier élément avec le deuxième élément. Le pétale de la fleur, un verre de bière. Souvent, ça n'a rien à voir. Et le troisième, c'est une conclusion inédite, que ça provoque un petit choc. Si la bière pouvait boire, si le coquelicot buvait ma bière, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais donc, vous voyez la logique, c'est de mettre deux événements, le plus souvent naturels, en correspondance, et d'arriver à un moment, une petite rencontre qui est inattendue, qui va faire toute la saveur du haïku. Je vais vous en donner plein d'exemples de haïku. Vous voyez sur le principe déjà un petit peu? Je trouve que de manière très amusante, André Breton, quand il a défini la beauté, le surréaliste, si vous vous souvenez de sa définition, la beauté c'est la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre. Ben, c'est pas mal, hein, comme il avait trouvé. C'est quelque chose d'universel en même temps, c'est se dire, tiens, je cherche à mettre en rapport deux choses qui semblent anodines, et d'un seul coup, il y a un sens qui révèle quelque chose de l'être ou de la vie, de sa fugacité, de sa beauté peut-être, de la tristesse, de la joie ou d'autres choses. Voilà. Évoquer, alors dans les haïkus classiques, il faut toujours évoquer un mot de saison. Un mot qui va évoquer une saison. On n'est pas du tout obligé aujourd'hui, même les Japonais se libèrent de cette obligation. Mais à la base, il y a toujours un mot qui va dire qu'on est en automne. Alors le pivoine en hiver, par exemple, je ne sais plus, l'hirondelle à l'automne. Donc quand vous voyez ça, ça leur permet de ne pas dire automne ou hiver, mais de savoir décoder que c'est une saison. Parce qu'au Japon, c'est vraiment tout lié à toutes les choses qui passent, qui sont éphémères, qui changent, sont toujours liées à des saisons, bien entendu. Donc ça doit être saisonnier. C'est juste, mais c'est pas obligé, hein, vous verrez qu'il y en a plein, mais c'est le haïku traditionnel. Le haïku traditionnel, il y a toujours un mot de saison. D'ailleurs, ils sont en grosse interrogation actuellement au Japon, parce que devinez ce qui se passe avec les mots de saison. Donc ils ont des dictionnaires de saison comme on a des dictionnaires de rimes. Hein. Un dictionnaire de saison, ça va recenser toutes les plantes, les animaux qui apparaissent à une saison donnée, que vous allez mettre dans votre haïku pour évoquer, sans le dire, la saison. Un manque de peau, merci, bravo. Avec le changement climatique, tout leur dictionnaire de saison est en train d'en prendre un coup et de ne plus avoir de sens. Parce que les fleurs s'ouvrent avant, les cerisiers, les fameuses fleurs de cerisier, c'est pas au moment du printemps, parfois c'est en hiver, parfois c'est en été. Donc ça leur pose des questions. Enfin voilà. Donc, deuxième conseil, si on peut évoquer le moment de la journée ou la saison, le principe c'est d'évoquer un moment temporel, d'ancrer votre haïku dans une réalité spatio ou temporelle. Les troisièmes conseils que je vous invite, évitez une liste de mots sans lien. Ça, très souvent, quand on débute, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas le temps de mettre des verbes, donc on va mettre un verre de bière, un coquelicot, ma montre me rappelle à l'ordre. Non, là déjà, il y a un lien. Ma montre. Vous voyez, on va faire trois éléments qui sont déconnectés sans inviter à avoir le lien. Donc évitez de faire une liste de mots qui se succèdent sans qu'on voit le lien qui se crée entre eux. Le deuxième conseil, pas trop proche. On ne dit pas vague et ressac, par exemple. C'est trop proche. Il faut que les mots respirent. La troisième chose,
qui est fondamentale pour moi, et qui est vraiment dans la tradition du haïku japonais, c'est que s'il y a de l'ironie et de l'humour, c'est beaucoup mieux. Et la quatrième chose, ben, c'est toujours de se souvenir que le but, c'est d'essayer de saisir la beauté éphémère d'un instant présent. Une petite illumination, un petit moment de grâce, un petit moment où quelque chose se passe, où vous avez l'impression d'être en contact avec l'être, avec la nature, avec la vie, avec Dieu, avec tout ce que vous voulez. C'est juste saisir quelque chose un moment autrement, en dehors de nos prismes habituels. Donc c'est ça que je vous invite à essayer pendant ma petite présentation. Vous pouvez grappiller des bouts de haïku que vous verrez ou autre. Donc je vais vous faire l'historique si vous voulez bien. Donc la première, au niveau de l'historique, d'où vient le haïku? Eh bien je vais peut-être en étonner quelques-uns, ça ne vient pas du Japon, ça vient de Chine l'origine. C'est-à-dire que d'où vient cette structure classique? Ça vient probablement de Chine. C'est assez classique, les Japonais empruntent beaucoup au chinois. Le zen, ça vient du chan. Zen, c'est le même mot que le chan. C'est juste la traduction de Chan en japonais, qui était le bouddhisme chinois. Surtout, alors ce qui est intéressant en plus, c'est que le fondateur des haïkus au XVIIe Basho, je vous en ai déjà parlé, donne une petite évocation de cette origine chinoise. Il a fait un joli petit haïku qui dit « Quant au haïkai », haïkai c'est au pluriel, « Quant au haïkai de Chine, j'interroge le petit papillon qui voltige. » Quant au haïkai de Chine, j'interroge le petit papillon qui voltige. C'est peut-être un moment de perplexité, ben, tant mieux, c'est ça que cherche le haïku. C'est juste. Alors après, tout est codé là, chez les Japonais. Pourquoi il fait une référence au papillon? Il y en a qui font du zen ici, ils ont peut-être compris. C'est Chuang-Tzu. Chuang-Tzu, c'est le poète taoïste chinois du 5e siècle avant le Christ, qui a une réputation libertaire, voire anarchiste, et en même temps très poétique. Et donc, dans son discours sur l'identité des choses, il écrit Chuang-Tzu alors pour ceux qui ne connaissent pas la fameuse métaphore, Chuang-Tzu rêve un jour qu'il était un papillon. Un papillon qui voltait et qui voltigeait autour, heureux de lui-même, et qui faisait ce qui lui plaisait. Bien entendu, il ne savait pas qu'il était Chuang-Tzu. Soudain, il se réveille. Et il ne savait plus s'il était Chuang-Tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu. Donc, le fameux poème de Basho, vous voyez comment les poèmes japonais, les haïkus japonais peuvent être hyper codés. Il met juste le petit papillon qui voltige, c'est une évocation, un rappel pour les lettrés du papillon de Chuang-Tzu. Voilà, donc le premier ancêtre, ce serait Chuang-Tzu d'après Basho, avec cette indication. On retrouve tout l'aspect énigmatique, voire le vertige lié à des événements apparemment les plus insignifiants qui soient le vol d'un petit papillon. Alors après, quand on va plus loin, 4e siècle après le Christ, un autre poète chinois, Yuan Ming, je ne sais pas du tout prononcer les mots chinois, écrivait dans une forme littéraire libre ce qu'on peut considérer comme un premier haïkai chinois. Les nuages, sans attention, surgissent des cimes des montagnes. Les nuages, sans attention, surgissent des cimes des montagnes. Laissez juste les images s'infuser en vous. Ce qui compte, c'est ce qui infuse à partir de l'image, c'est pas les mots, c'est pas de... Au 8e siècle, Wang Wei, un autre poète chinois, au printemps, l'étang est large et profond, j'attends le retour de la barque légère, lentement, lentement, les lentilles d'eau se rassemblent, le saule pleureur les balaye, à nouveau les éparpille. Au printemps, l'étang est large et profond, j'attends le retour de la barque légère. Lentement, les lentilles d'eau se rassemblent, les saules pleureurs les balayent, à nouveau les éparpillent. Là-dedans, sans jamais le dire, il y a vraiment cet aspect de l'impermanence de toute chose, de l'éphémère qui passe, ça se rassemble et ça repart, etc. C'est une méditation sur l'impermanence, sur la beauté éphémère des choses. Tonpo, au XIe siècle, adossé à un vieux sol, quelqu'un vend des citrouilles jaunes. Toujours un effet de surprise, et le lien entre deux choses qui apparemment n'ont rien à voir. Le sol, les citrouilles jaunes, le vendeur entre les deux. Vous commencez à voir. C'est comment on cherche, comme André Breton, le parapluie, la machine à coudre,
la beauté, etc. Vraiment faire des liens inattendus qui vont faire surgir à un moment donné une petite illumination ou un petit éveil ou une petite impression fugace de la vie. Alors, 2, 3, 4. Ça, c'est chez les Chinois. Donc, première origine, c'est les Chinois. Ensuite, ça passe au Japon. Lorsque cette forme de poésie passe au Japon vers le 7e siècle, elle se structure de manière plus précise en donnant d'abord naissance au tanka, qui est l'ancêtre du haïku. Tanka, c'était A-N-K-A. Le tanka, c'était un peu comme le modèle chinois, basé sur l'observation de la nature. Mais par contre, ce que va amener le tanka japonais en plus, c'est alors, dès que quelque chose passe de Chine, qui est très terre à terre, vraiment proche de la nature et tout au Japon, ben on va ritualiser chez les Japonais. Le zen, il est beaucoup plus ritualisé que le chan. Le haïku passe au Japon, on va le ritualiser en 2 parties. La première partie comprend 3 versets, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans mon haïku classique, 3 versets de 5, 7, 5. Tiens, on commence à voir le haïku arriver. Et puis, il y a une deuxième partie de 2 versets de 7, 7 chacun. Donc en tout, ça fait 31 morts ou sons primordiaux. Et ça permet de montrer un sentiment personnel après avoir décrit, la plupart du temps, un paysage extérieur. Si vous voulez vous asseoir, il y a encore des places, juste là. Je vais vous donner un exemple voilà, que je trouve qui illustre bien cet exemple de tanka. Les arbres eux-mêmes, premier 5, qui pourtant ne demandent rien, 7, ont frères et sœurs. Les arbres eux-mêmes, qui pourtant ne demandent rien, ont frères et sœurs. On est bien dans une description objective de quelque chose qui existe. Deuxième partie, où l'expression personnelle de l'état d'âme va apparaître. Quelle tristesse est la mienne de n'être qu'un enfant unique. Quelle tristesse que la mienne d'être un enfant unique. Vous voyez ce lien? Je décris d'abord 3, comme un haïku, sur le fait que les arbres sont toujours en intersolidarité, en interdépendance, et moi je suis seul. On laisse juste, on n'en dit pas plus, mais on évoque cette solitude, cette tristesse de l'enfant unique, etc. Ou encore, à quoi comparer notre vie en ce monde? À la barque partie de bon matin, qui ne laisse pas de sillage. À quoi comparer notre vie en ce monde? À la barque partie de matin, et hop, toujours le retour de bâton, qui ne laisse pas de sillage. Toujours cet effet de contraste dont on attend un petit éclair, une petite réflexion, mais réflexion intuitive, pas rationnelle. Alors cette forme de poésie que les Japonais développent vers le Xe siècle, XIe siècle, va se complexifier et devenir une forme de littérature exclusivement développée par les lettrés de la cour. Ça devient un divertissement de cour sophistiqué, qui ne se fait qu'entre lettrés très éduqués qui vont se répondre. Il y en a un qui peut commencer les 3 premiers, et l'autre qui va rajouter les 2 suivants, etc. Donc ça devient vraiment quelque chose ça prend alors la forme de ce qu'on appelle un ranku ou un renaga. Peu importe, c'est juste, au début c'est une structure assez simple, et petit à petit ça va devenir comme le cadavre exquis des surréalistes. L'un va écrire quelque chose, l'autre va se servir des derniers vers pour faire la suite, un lien avec sa nouvelle production, le 3e, etc. Et on peut aller jusqu'à 100 versets de suite, comme ça. Un premier poète commente son tanka, le second poète répond au premier dans la 2e partie, comme dans un cadavre exquis. En enchaînant les séquences, on peut avoir 12, 13, 16, 18, voire 100 versets. La poésie devient très raffinée, elle est chantée, alors petit rappel, elle est chantée comme en Occident, la poésie était chantée jusqu'au XVIIIe siècle compris. Hein. Ce n'est que récemment que la poésie est simplement lue. Hein. Donc la poésie était chantée, elle était réservée aux lettrés de la cour impériale, je l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que c'était au point de condamner à mort ceux qui auraient écrit sans appartenir aux lettrés de l'empereur. Il était interdit d'écrire des haïkus, des renata ou des ranga, si on n'était pas de la cour. Le genre va donc connaître à la fois une sophistication croissante, des codifications de plus en plus strictes, les Japonais sont très forts là-dedans, et ça va faire une école qu'on appelle l'école Teitoku,
qui sera l'école qui va mettre en place tous les rituels, toutes les règles précises à respecter. Heureusement, moi je dirais, c'est contre cette forme de poésie trop rigide que vont réagir les fondateurs du haïku, dont on prend comme modèle aujourd'hui. Donc c'est vraiment face à la complexification, ritualisation de ce qui est l'ancêtre du haïku comme jeu et divertissement de lettrés que le haïku va apparaître. Alors comment il apparaît? Ben, c'est mon fameux Basho. Basho, c'est le fondateur du haïku classique, pas moderne, 1644-1694. À la base, c'était un samouraï. La samouraï, la caste des guerriers. Il abandonne ce métier de samouraï et il se voue à l'écriture. Il décide qu'il ne va plus que écrire pendant toute sa vie, en adoptant la vie d'un moine errant. Un moine errant, ça veut dire qu'il était déjà moine zen, et qu'il décide de ne pas dépendre d'un monastère, mais d'être simplement à vivre d'aumône en passant sur la route, etc. Il n'est pas fixé à un monastère, il marche de lieu en lieu pour mieux suivre l'inspiration, partager ses poèmes lors de rencontres littéraires locales. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où il va s'arrêter, il y a en général des personnes nobles ou aristocrates qui font des petites réunions, comme des réunions littéraires, où il est invité, où il y a même des concours de haïku, des échanges, etc. Et c'est comme ça qu'il passe sa vie. Alors ce qui est intéressant chez Basho, c'est qu'il est d'abord l'élève d'un maître de l'école Teitoku très strict, et il est soudain séduit par l'inspiration libre de l'école des réformateurs. Je ne vous ai pas dit leur nom, mais c'est Yamazaki Sokan et Harakida Morikato, qui commencent à s'affranchir des règles rigides et qui introduisent des éléments ordinaires, voire vulgaires, et de l'humour. Donc il est séduit par les réformateurs et il va décider de simplifier les poèmes et il va faire une révolution très stricte. Les poèmes faisaient jusqu'à 100 versets. Il décide qu'il va garder que les 3 premiers vers. C'est le haïku. Tout le reste, c'est en trop, c'est superfétatoire. On va rester simplement sur 5, 7, 5. Et on va saisir l'essence de ce qui se passe uniquement en revenant à l'essentiel. Donc il simplifie les poèmes, il enchaîne les versets de manière de plus... Et il ne conserve que les 3 premières strophes, effectivement. En plus, il va débarrasser les haïkus de leur fioriture, de leur facilité, le but étant, pour lui qui était moine en même temps, d'aboutir sur la vacuité qui ouvre à un instant magique où se reflète la vérité du moment, une lumière momentanée d'éveil. Il voyage beaucoup, puisque c'est un moine errant, et il écrit un carnet de voyage qui est truffé de haïkus et de rêveries de flâneurs solitaires. Il voyage, il erre sur les lieux de pèlerinage, il aura jusqu'à 50 disciples, mais répartis un petit peu tout au long de sa marche. Alors un très joli haïku de Basho. Somnolent sur mon burin, rêvasserie. La lune au loin, fumée de thé. Juste une mise en situation qui essaye de vous faire évoquer une atmosphère. Il est somnolent, rêvasserie, la lune au loin, la fumée de thé devant lui. Juste essayer de sentir. Le plus connu de lui, c'est le vieil temps, une grenouille qui plonge. Alors, les traductions les plus classiques sont le bruit de l'eau. Mais en fait, ça trahit le japonais parce que le mot à mot, c'est le vieil étang, une grenouille qui plonge, ploc, ploc, ploc. Ça parle beaucoup plus, moi, je trouve. Le mot fait vraiment le ploc de la grenouille qui tombe. Et là, il y a un petit truc qui se passe. Le premier haïku, alors il écrit un très beau livre, moi c'est l'un de ceux que je préfère, c'est Les 3 chemins du fond. Les 3 chemins du fond, c'est le chemin qu'il prend pour aller à l'extrême nord du Japon, dans son pèlerinage. Et il commente le départ de sa maison. C'est une cabane, hein, sa maison. Ma cabane d'herbe, d'autres y ont emménagé, maison de poupée. Alors il y a des haïkus de Basho qui sont très simples, hein, comme ce que je vous ai lu avant. Ça, c'est un haïku très codé. Si vous n'avez pas les clés, on passe à côté. Pourquoi maison de poupée? C'est comme le papillon de tout à l'heure. Maison de poupée, on peut se dire... Alors en fait, dans une maison japonaise, les maisons de poupée, ce sont les effigies de l'empereur et de l'impératrice, que chaque famille japonaise se doit de mettre dans sa maison sur une étagère, en respect. Donc en y pensant, Basho dit à la fois la nostalgie de son ermitage, qu'il est en train de quitter, de la vie familiale et sociale à laquelle il a renoncé. Tout ça, c'est juste dans Maison de poupée. Et sa maison, elle est éphémère puisque d'autres y ont emménagé. Il va la laisser à d'autres personnes qui peuvent passer. Voilà. Il ne dit pas qu'il parle de son départ.
C'est tout évoqué par ma cabane d'herbe, d'autres y ont emménagé, vont y revenir, entre guillemets. Maison de poupée, les effigies des empereurs, la vie sociale, tout ça je l'ai quitté, ce sera pour d'autres. Et celui-là que j'aime bien, qui est dans l'introduction de son livre, celui qui est en résonance pour ceux qui connaissent vraiment au début d'un texte de Dogen, celui qui toute sa vie se balance sur un bateau, celui qui tient au mort un cheval, et ainsi va au-devant de la vieillesse. Les jours étant le voyage, du voyage, il fait sa demeure. Celui qui toute sa vie se balance sur un bateau, celui qui tient au mort un cheval, il va ainsi au-devant de la vieillesse. Les jours sont le voyage, du voyage, il fait sa demeure. Mais il y a plus que 3 lignes. C'est condensé en... Alors peut-être que celui-là, comme j'ai dit, il a réformé le haïku. Donc de temps en temps, ça je suis incapable de dire si dans le texte japonais ça fait 7, 5, 7. Mais celui-là est plus long, je pense. Voilà, donc ça c'est le fondateur du haïku, Basho. Deuxième, je vous en cite que 4 qui sont les principaux, mais pour vous donner envie d'aller plus loin si vous voulez. Le deuxième c'est Buson, B-U-S-O-N, c'est l'un des 50 disciples de Basho. Il a plus d'humour, plus d'ironie. Il va lui aussi apporter sa touche au haïku au moment où il commence à être délaissé. Donc il va allier le poème qu'il fait lyrique et expressif à la peinture, lui. C'est-à-dire c'est le premier qui va associer dans le même espace la peinture et le haïku. Donc une peinture japonaise classique et un haïku, pour faire en sorte que l'avis d'encre passé au pinceau renforce l'évocation des mots. Donc vous avez de très beaux poèmes qui sont sur des peintures. Le poème doit permettre pour lui de retrouver la synthèse harmonieuse avec le monde, avec un état d'éveil, un état d'humeur qui rend la grâce au moment du quotidien, toujours en étant conscient de la fugacité du moment qui passe. Alors, et puis c'est toujours un petit humour très délicat, très indirect. Donc je vous lis un des haïkus de Buson. Lotus blanc, il songe à te couper, le bonze. Lotus blanc, il songe à te couper, le bonze. Toujours ce jeu de deux choses qui vont se répondre de manière étonnante. Devant les prunes vertes, elle fronce les sourcils, la belle fille. Alors ça c'est le deuxième. Un troisième, ça va être Isa. Isa avec 2 A, 1763-1827. Lui j'aime beaucoup aussi parce qu'il est solitaire, il est célibataire, pauvre, c'est un errant. Et il introduit dans le haïku un ton beaucoup plus insolent, beaucoup plus terre à terre, avec toute la vie quotidienne dont il souffre et qui est quand on est pauvre. Et il n'hésite pas à parler des poux, des bestioles. Alors je vais vous donner les deux qui sont les plus dans ce style. Après l'incendie, les plus, de bondir et rebondir, quel chahut. Ou cet autre, dans mon abri, les souris copines avec les lucioles. Donc c'est plein de choses comme ça qui vont avoir où il réintroduit lui tous les éléments de la vie quotidienne les plus triviaux. Mais eux aussi peuvent permettre d'atteindre l'éveil, de voir soudain les choses autrement, avec un humour, avec une interconnexion, etc. J'en suis au troisième. Le quatrième, moi j'en ai 5. Ryokan, 1758-1831. C'est le fils d'un père de village shintoïste. Il devient à 20 ans adepte zen, il suit son maître Zen Soto pendant 12 ans. Son maître le nomme successeur de son monastère, il a des disciples. Il reçoit le nom de Ryokan Taigu de son maître, ce qui veut dire littéralement le grand béné bien gentil. Moi je trouve que c'est génial de s'appeler comme ça, le grand béné bien gentil. Et il écrit du coup, moine béné l'an passé, cette année, tout pareil. Grand béné l'an passé, cette année, tout pareil. À la mort de son maître, il devient, comme Basho, moine errant. Il quitte le monastère, il quitte ses disciples. Il se retire dans une cabane à 40 ans. Il continue à pratiquer le zen, mais sans aucun rituel, sans jamais donner aucun enseignement, sans jamais donner de concept, juste pour retrouver la pureté du zen qu'il trouve être devenu trop rituel.
L'histoire du zen, c'est une histoire perpétuelle de ritualisme qui devient trop rituel, de gens qui essayent de retrouver la source dans la nouvelle ritualisation, de gens qui essayent de retrouver la source, en tout cas comme je le vois. Il va manger uniquement, frugalement, des aumônes, des herbes, des fruits qu'il cueille. Donc un haïku de Ryokan. Dans la forêt verdoyante, mon ermitage, seuls le trouvent ceux qui ont perdu leur chemin. Dans la forêt verdoyante, mon ermitage, seuls le trouvent ceux qui ont perdu leur chemin. Un jour, il se fait voler le peu qu'il avait dans sa cabane, et il écrit un haïku. Le voleur parti n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre. Il lui reste ça, c'est l'essentiel. Le voleur parti n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre. Et il va mettre en avant la simplicité du moment présent, bien entendu. Demain, le jour suivant, qui sait? Nous sommes ivres de ce jour même. Alors, je vais le relire, j'aime bien celui-là. Demain, le jour suivant, qui sait? Nous sommes ivres de ce jour même. Vers 60 ans, il est affaibli, il est obligé d'arrêter sa vie errante, il accepte le refuge d'un petit temple à l'écart d'un village voisin. À 70 ans, il s'éprend d'une jeune femme de 28 ans. Ils vont avoir une jolie histoire d'amour et d'échanges épistolaires. Il meurt à 72 ou 73 ans sur l'un de ses derniers haïkus. Alors, les vrais poètes de haïku, ils font très attention à écrire leur dernier poème, qui doit être un genre de testament de leur vie. Donc ça, c'est l'un de ces derniers poèmes. Que laisserai-je derrière moi? Les fleurs du printemps, le coucou dans les collines et les feuilles de l'automne. C'est juste extrêmement simple. Que laisserai-je derrière moi? Les fleurs du printemps, le coucou dans les collines et les feuilles de l'automne. Voilà. Commencez à saisir un petit peu cet esprit du haïku. Je vous parle du dernier. Le dernier grand représentant des haïkus, c'est Masaoka Shiki, 1867-1902. On se rapproche de notre période. À nouveau, les haïkus sont en crise, ils sont tout le temps en crise, hein, parce qu'ils se recondifient et les gens perdent l'intérêt à écrire des haïkus et tout. Ils décident de moderniser le haïku, qui se sclérose, avec son aspect trop rigide de mots de saison, de césure, de coupure, etc. C'est le premier à admettre et à conseiller de ne pas faire obligatoirement 5-7-5. Vous n'êtes pas du tout obligé de respecter. Moi, j'essaye de le faire parce que c'est comme l'Oulipo et tout ça, c'est une genre de gymnastique qui oblige à la concision.